Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de 40 questions. Alors n'oublie pas de prendre une petite fiche comme je te le dis à chaque fois et puis de bien noter toutes tes erreurs ou toutes les choses où tu doutes. Allez, c'est parti pour la première question. Je porte une attention particulière au véhicule. A. Réponse A. B. Réponse B. C. Réponse C. Alors, observons ces trois véhicules. Tout d'abord le A là. Il est assez loin, il est arrêté au feu rouge, vous constatez un feu rouge ici, donc il n'y a pas de problème particulier. Ensuite, nous avons les deux véhicules là qui sont en stationnement. On pourrait se dire que c'est le véhicule C qui est le plus dangereux à nos yeux, parce qu'il est le plus proche de nous. Mais qu'est-ce qu'on peut remarquer entre les deux véhicules ? Eh bien, c'est que ici, vous avez des feux de recul sur ce véhicule-là. Donc la voiture, manifestement, il y a quelqu'un dedans qui va reculer. Il reste assez proche de notre véhicule, donc c'est un danger immédiat. Là, pour l'instant, il n'y a pas de feu de recul, ni de feu stop d'allumé, donc on peut supposer qu'il n'y a personne dans ce véhicule-là. Donc notre grande priorité, c'est le véhicule B. Donc réponse B. Je souffre de diabète grave. Je dois passer un examen médical. Pour passer le permis de conduire, oui, réponse A. Non, réponse B. Pour continuer à conduire, oui, réponse C. Non, réponse D. Alors il faut savoir que certaines pathologies sont incompatibles avec la conduite d'une voiture. C'est le cas par exemple si je suis atteint de diabète grave, mais aussi de problèmes cardiaques ou de troubles de l'équilibre, certains problèmes de vue aussi. Alors dans ce cas-là, il faut faire une visite médicale chez un médecin, mais attention, pas n'importe quel médecin, ça doit être un médecin agréé par la préfecture, que ce soit pour passer l'examen de conduite ou après, au moment de la conduite, parce que je peux être atteint d'une pathologie, par exemple 10 ans après avoir passé mon examen de conduite, d'accord ? Dans ce cas-là, il faudra le déclarer et faire une visite médicale. Donc là, c'était la réponse A et C. Question 3. La vitesse est contrôlée sur toute la longueur du chantier. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pendant toute la durée du chantier. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc on voit que cette route, elle est en travaux, On le voit grâce au marquage au sol, donc la ligne continue jaune, ainsi que les pointillés jaunes. On voit aussi qu'il y a des panneaux qui sont mis temporairement. Et on nous indique que il y a une zone de radar, contrôlée par un ou plusieurs radars automatiques. Il peut y en avoir plusieurs. Donc ça nous informe aussi que c'est sur toute la longueur du chantier. Donc là, c'était réponse A sur toute la longueur du chantier. Et est-ce que ça va durer toute la durée du chantier ? Oui aussi, par la même occasion. Donc là, c'était réponse A et C. Question 4. À quantité égale d'alcool bu, la sensation d'ivresse est plus rapide. Chez un consommateur occasionnel, réponse A. Chez un consommateur régulier, réponse B.
Alors, l'alcool perturbe la conduite, et ça augmente le risque d'accident, et ça, même chez les conducteurs qui ne manifestent aucun signe, d'accord? Ça, il faut le savoir. Un conducteur occasionnel, par contre, lui, ressentira très vite des sensations d'ébriété, tandis qu'un conducteur régulier, lui, devra augmenter un peu ses doses pour ressentir les mêmes effets. Mais cela n'empêche pas que ces deux conducteurs soient quand même dans l'illégalité des 0,3 grammes par litre de sang, d'accord? Parce que le champ visuel, lui, des 0,3 grammes par litre de sang, lui, va déjà être diminué, même s'il ne le ressent pas. Mais par contre, les effets agissent quand même plus rapidement chez un consommateur occasionnel. Donc là, c'était réponse A. Question 5. Dans cette situation, il est préférable d'accélérer, oui, réponse A, non, réponse B, de freiner, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, nous allons observer toute la diapo. Nous allons commencer d'abord par la droite. On voit qu'il y a un véhicule à droite en stationnement. On a l'impression qu'il n'y a personne dedans. Pas de lumière à l'arrière, de feu stop ou de clignotant allumé, ni de feu de recul. À l'arrière, personne dans notre voie et une personne qui a une autre voiture, là, la blanche, qui est en train de circuler sur la voie de gauche et qui va peut-être nous dépasser. Et sur la gauche, là, qu'est-ce qu'on observe? Une voiture qui est sur la voie de gauche. Donc on peut supposer qu'elle voulait tourner à gauche ou aller tout droit, mais on constate qu'elle a un clignotant à droite. Ce qui veut dire qu'elle était peut-être en train de nous dépasser et qu'elle a l'intention de se rabattre sur la droite pour tourner à droite, certainement au niveau du feu. Donc elle risque de se rabattre brutalement devant nous parce que la distance est faible. Donc là, si j'accélère, je vais me retrouver un peu plus à sa hauteur, parce que là, elle est légèrement devant moi. Si j'accélère, je vais me retrouver vraiment à sa hauteur et dans son angle mort encore plus, donc le risque est plus important qu'il y ait un accident. Si je freine, surtout qu'il n'y a personne derrière, ça ne pose pas de danger vers l'arrière, et je la laisse, dans ce cas-là, aller un peu plus sur le devant, pour qu'elle puisse se rabattre, et donc là, j'évite tout risque d'accident. Donc dans cette situation, il est préférable d'accélérer, non, réponse B, de freiner, oui, réponse C. Question 6. Si tu aimes bien mes explications, n'hésite pas à liker et abonne-toi, parce qu'il y aura plein d'autres vidéos. Dans cette situation, quand personne ne me dépasse, je suis obligé d'emprunter la voie de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc ça, c'est à savoir par cœur. C'est une nouvelle réglementation qui a été mise, donc je vais vous l'expliquer. Lorsqu'un véhicule est immobilisé, ou circule à allure faible aussi, en feu de détresse, ou qu'il y a les gyrophares bleus ou orange d'allumés, quand ils sont sur l'accotement ou sur la bande d'arrêt d'urgence, ou même sur la chaussée, vous devez absolument, et j'ai bien dit vous devez, c'est obligatoire, vous devez réduire votre allure et le dépasser en vous assurant de pouvoir le faire sans danger. D'accord? Et donc, si vous pouvez, vous devez aussi, donc c'est obligatoire, si vous pouvez, c'est obligatoire de changer de voie. Si ce n'est pas possible de changer de voie, il faut ralentir, au besoin s'arrêter, si c'est pas possible, et de s'écarter au maximum, toujours en mettant un clignotant bien entendu. Mais dans ce cas-là, vous pouvez peut-être essayer de soit vous approcher fortement des pointillés ou de chevaucher légèrement. Donc là, ça s'appelle un corridor de sécurité, quand on doit s'écarter à cause d'un véhicule qui a soit ses feux de détresse ou qui roule de façon anormale. Donc dans cette situation, quand personne ne me dépasse, je suis obligée d'emprunter la voie de gauche. Donc là, on me dit bien que personne ne me dépasse, ce qui veut dire que je peux m'écarter, j'en ai la possibilité. Donc dans ce cas-là, je suis obligée, en effet, d'emprunter la voie de gauche. Donc oui, réponse A. Question 7.
L'utilisation d'une pince pour réduire la tension de la ceinture de sécurité est sans danger en cas d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la pince? Quand vous mettez la pince, alors là je vous dessine le siège, d'accord? Vous êtes assis dessus, sur votre siège, vous êtes en train de conduire, d'accord? Et vous avez votre ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité qui vous attache là. Et puis si vous mettez une petite pince, ben là la ceinture de sécurité elle sera un peu plus libre, elle sera détendue. Et du coup, elle va pas jouer son rôle. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe quand il y a un accident? Eh bien, quand il y a un accident, vous savez, vous avez le prétentionneur, c'est-à-dire que là où on l'accroche, là, le petit crochet qui est en bas, là où on accroche, il va se tendre. Ça s'appelle le prétentionnaire de ceinture. Ce qui veut dire que votre ceinture qui est là, comme ça, normalement, hein, votre ceinture, quand elle est attachée là, voilà, ça va se tirer, ici, à ce niveau-là, et puis, ça va vous serrer au niveau du bassin. Comme ça, vous n'allez pas bouger, donc ça va bien vous plaquer contre le siège ici. Et puis ensuite, votre corps, lui, il va s'incliner un petit peu, de 10, 15, 20 cm vers l'avant. Et là, la ceinture, elle va vous retenir, elle va vous bloquer ici. Et ça vous évite, ça vous laisse assez de distance par rapport à votre volant, par exemple. Hein. Votre tête, là, elle n'est pas trop proche ici. Hein. Il y a de l'espace entre les deux. Si vous mettez ça, la petite pince, et ben du coup, comme c'est un petit peu détendu, ça va pas vous arrêter à cette distance-là, d'accord? Parce qu'elle est un peu détendue. Et bien, ça va s'arrêter un peu plus tard. Donc, du coup, votre tête, elle va être où? Bah, tout près de votre volant, par exemple. Hein? Tout près de votre volant. Ou alors, les montants de voiture. Vous savez, les montants, hein, sur les côtés, les pare-brises, tout ça, ou les montants, vous allez tout taper. Et puis, bah, du coup, la ceinture de sécurité, elle ne vous servira à rien. Ok? Donc il faut absolument ne pas mettre ce genre de choses, c'est dangereux parce que vous pouvez être assommé sur votre volant ou sur votre ceinture. Donc l'utilisation d'une pince pour réduire la tension de la ceinture de sécurité est dangereuse. Donc là c'était réponse B. Question 8. Je dois attendre que le moteur soit froid pour faire la pointe du liquide de lave-glace. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc le liquide lave-glace qui est ici, hein, avec le réservoir qui est là, il faut le surveiller régulièrement parce que l'objectif c'est d'en avoir toujours dans votre réservoir, de manière à pas vous retrouver dans une situation où par exemple vous avez plein de boue de projeté par exemple par un poids lourd que vous avez croisé, plein de boue de projeté sur votre pare-brise, vous n'y voyez plus rien et comme vous n'avez plus de liquide lave-glace, les essuie-glaces vont balayer un peu la boue, mais ça va plutôt l'étaler sur votre pare-brise qu'autre chose, donc vous n'y verrez plus rien, d'accord? Donc toujours avoir du lave-glace dans votre réservoir. Alors, est-ce qu'il faut attendre que le moteur soit froid pour remplir le lave-glace? Non, ça n'a rien à voir avec votre moteur de voiture, d'accord? Là, c'est juste un réservoir pour injecter de lave-glace sur votre pare-brise. Donc c'est complètement distinct, vous pouvez le mettre à chaud ou à froid, il y a peu d'importance. Le liquide où il faut faire attention, pour rappel, hein, à ne pas faire à chaud, c'est le liquide de refroidissement, où là vous allez vous brûler, d'accord? Donc là, lave-glace, aucun souci. Donc c'était réponse B. Question 9. Les effets de l'alcool se font sentir. D0,2 g par litre. Réponse A. D0,5 g par litre. Réponse B. D0,8 g par litre. Réponse C.
Alors il faut savoir que dès le premier verre, surtout pour les personnes de petits gabarits et pour les femmes, parce qu'elles ont un foie qui est moins important, dès le premier verre, il y a déjà un niveau d'attention, de concentration aussi, hein, une résistance à la fatigue même aussi, qui est moins bonne, d'accord ? Le champ visuel aussi commence à se réduire aussi. Et ça, un verre, ça correspond à peu près à 0,2, d'accord ? Donc là, c'était réponse A. Question 10. Je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on a un marquage qui nous dit, là de notre côté, hein, là si on a les pointillés de ce côté-là, ça veut dire qu'on a le droit de dépasser, à ne pas confondre avec ce marquage-là. D'accord ? La ligne continue d'un côté et les pointillés de l'autre. Donc là, nous, de notre côté, on a la ligne continue, les pointillés, c'est de l'autre côté. Donc ceux d'en face ont le droit de dépasser. D'accord ? Là, eux, de leur côté, ils ont une ligne continue, ils n'ont pas le droit de dépasser. Et moi, j'ai les pointillés, donc normalement, j'ai le droit de dépasser. Mais, vous avez un panneau ici, un panneau qui nous dit que dans 100 mètres, il sera interdit de dépasser. D'accord ? Sauf un 2 roues, c'est pas le cas. Là, c'est pas un 2 roues. Là non plus. En plus, qu'est-ce qui se passe ? Donc, en plus de ce panneau-là, si on dépasse le premier véhicule, on n'aura pas l'espace nécessaire de sécurité entre lui et moi qui vais me retrouver au milieu, et entre moi qui suis au milieu et celle de devant. Donc on n'a aucune des conditions réunies pour pouvoir dépasser devant moi, d'accord ? Donc là, c'était réponse B. Question 11. Je reste où je suis ? Réponse A. Ou je m'écarte ? Réponse B. Alors, la réglementation est que quand on est en ville, on doit toujours laisser un espace minimum, là c'est obligatoire, hein, un intervalle minimum de 1 mètre. D'accord ? Si on est hors agglomération, ça aurait été 1,50 m, hein, d'accord ? Donc si on est en dehors de la ville, c'est 1,50 m, ok ? Mais là on est en ville. Donc c'est minimum 1 mètre. Mais j'ai bien dit le minimum. Donc dès qu'on a la possibilité, même si on avait eu les 1 mètre là, il suffit qu'elle perde l'équilibre, ou qu'elle soit au téléphone et pas bien concentrée, ou qu'elle décide de traverser. Des fois les gens tournent la tête, mais en même temps qu'ils tournent la tête, ils ont tendance à dévier leur trajectoire. Donc il faut toujours... Le mini 1 mètre, c'est vraiment pas grand chose, d'accord ? Donc si vous avez la possibilité de faire plus, vous faites plus. Donc là c'était je m'écarte, puisqu'on a la possibilité de le faire. Donc réponse B. Question 12. Diluer mon verre d'alcool dans du jus d'orange me permettra de limiter mon taux d'alcoolémie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une fausse idée de se dire que quand on met du jus d'orange, en effet, ça va diminuer les conséquences sur mon taux d'alcoolémie. Alors, c'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que quand vous mettez de l'alcool, vous mettez une certaine quantité d'alcool. Ça, c'est votre alcool. D'accord ? Ensuite, si vous rajoutez ici du jus d'orange, cette quantité-là, ok ? Voilà. Eh ben, certes, le verre est plus important, mais est-ce que la quantité d'alcool, là, est-ce qu'elle a diminué ? Non, vous allez toujours boire la même quantité d'alcool, même si c'est mélangé dans le jus d'orange. La quantité d'alcool ne disparaît pas. Donc vous allez absorber la même quantité, donc la conséquence va être la même après. Donc ça ne diminuera pas mon taux d'alcoolémie. Donc c'était réponse B. Question 13. La vitesse maximale autorisée est de 90 km/h.
réponse A. 100 km/h, réponse B. 110 km/h, réponse C. 130 km/h, réponse D. Alors ici, nous pouvons voir que nous sommes sur l'autoroute. Donc on peut se dire que la vitesse maximale normalement sur autoroute est de 130 km/h, puisque nous, on ne nous précise pas qu'on est jeune conducteur, donc on prend les limitations de vitesse comme tout le monde. Donc normalement 130 km/h. Mais si on observe bien ces deux panneaux-là, on voit que ici, on va en direction de Turin-Milan. Hein. On est dans cette voie-là, d'accord? Et dans cette voie-là, c'est direction Turin-Milan. Donc on va prendre la bifurcation qui est dans 250 mètres. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ceux qui vont prendre la bifurcation, parce que là on a le panonceau qui est ici, ceux qui prennent la bifurcation sont limités à 110 km/h. Donc en résumé, ceux qui sont ici, là, dans cette voie-là, et dans cette voie-là, eux sont limités à 130 km/h. Parce que moi je suis dans une voie pour sortir, enfin pour aller en direction de Turin-Milan, je suis limité à 110 km/h. Donc réponse C, c'est la vitesse maximale autorisée. Question 14. Les aides à la conduite participant à la réduction de la consommation sont le régulateur de vitesse, réponse A, le limiteur de vitesse, réponse B, l'ordinateur de bord, réponse C, l'ESP, réponse D. Alors, qu'est-ce qui permet de réduire la consommation? Le régulateur de vitesse et le limiteur de vitesse, ça vous permet de maintenir une allure constante, d'accord? D'éviter d'accélérer, freiner constamment. Donc, plus on maintient une allure constante, moins on va consommer, d'accord? Donc déjà, ces deux-là sont bons. Ensuite, l'ordinateur de bord, lui, permet de voir notre consommation moyenne et même instantanée, c'est-à-dire au moment même où on circule, d'accord? Et donc, ça nous permet d'adapter notre comportement pour pouvoir justement baisser cette consommation. Ça va nous aider. Donc, c'est aussi la C. L'ESP, ça permet seulement d'améliorer la trajectoire de notre voiture, d'accord? Surtout sur sol humide. Donc, ça n'a pas d'incidence du tout sur la consommation. Donc, c'était réponse A, B et C. Question 15. Je freine? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, qu'est-ce qu'on m'annonce? On m'annonce qu'il va y avoir un contrôle de radar automatique. D'accord? Bon, tant que je respecte ma limitation de vitesse, je n'ai pas, moi, à freiner inutilement. D'accord? Ensuite, devant, dans ma voie, il n'y a rien de particulier. J'ai pas un véhicule qui est trop près. J'ai bien mes deux bandes d'arrêt d'urgence. Donc, mes distances de sécurité sont bonnes. On me dit que je suis limitée à 110 km/h parce qu'il y a une succession de virages, d'accord? Donc je regarde mon allure et je suis à 100 km/h. Donc je respecte bien l'allure qui est préconisée pour pouvoir bien gérer la trajectoire de ma voiture et donc ne pas perdre la maîtrise de ma voiture. Donc si je suis à 100 km/h, normalement je n'ai aucun problème pour passer ce virage-là. D'accord? Donc je n'ai ni besoin de ralentir, ni besoin de freiner. Donc c'était non aux deux, réponse B et D. Question numéro 16. Pour ne pas être gêné lors des manœuvres, ce conducteur retire l'appui-tête. Il fait le bon choix. Oui, réponse A. Non, réponse B.
l'appui-tête, c'est super important de le garder. Ça vous évite le coup du lapin. Vous savez, c'est la tête qui part en arrière et qui n'est pas retenue parce que vous avez enlevé l'appui-tête. Et là, ça peut vous abîmer les cervicales. Vous pouvez être paralysé suite à ça, par exemple. Donc surtout, c'est pas une bonne idée d'enlever l'appui-tête. Donc, est-ce qu'il a fait le bon choix là? Non. Réponse B. Question 17. Je m'engage immédiatement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, je vais m'engager sur une voie rapide qui comporte 2 voies dans mon sens de circulation. Si on regarde dans le rétroviseur, il semble qu'il n'y ait personne sur la gauche. Dans la réalité, il faudra compléter avec votre rétro gauche et votre angle mort en vision directe. Là, il semble qu'il n'y ait personne. J'ai fait à peu près plus de la moitié de ma voie d'insertion. Si vous observez bien, dans votre rétroviseur, là, il y a une grande distance déjà de parcouru et il ne leur reste plus beaucoup devant. Si je continue à accélérer et à avancer, je vais me retrouver trop près de ce poids lourd-là, ce qui deviendrait dangereux. Les distances de sécurité ne seraient plus bonnes du tout. Donc là, je vais m'engager immédiatement, et si j'ai la possibilité même, je vais peut-être même pouvoir envisager d'effectuer un dépassement avec ce poids lourd. Donc là, c'était réponse A. Question 18. Je m'arrête à hauteur du cycliste. Réponse A. Derrière le cycliste. Réponse B. Alors, si je me mets à hauteur du cycliste, vous savez, il y a le minimum des 1 mètre à faire puisque je suis en agglomération. Donc ma voiture, elle va se retrouver ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'empiète sur la voie d'à côté. Alors en plus de ça, s'il y a un poids lourd qui veut arriver et qui veut tourner, vous savez, lui, il a besoin de place pour tourner, je bloque la circulation. Et puis je n'ai rien à faire dans la voie d'en face. En plus, je vais rester un petit moment puisque le feu est rouge. Donc, je ne me mets pas à hauteur du cycliste. Réponse B. Ma voiture est équipée de feux diurnes. Je dois allumer les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce que c'est que les feux diurnes, là, justement? Alors, les feux diurnes, c'est aussi appelé les feux de jour, on appelle ça comme ça. Donc, ce sont des feux qui s'allument automatiquement à l'avant de votre véhicule, même quand il fait beau. Ça permet en fait de rendre la voiture plus visible pour les usagers qui arrivent en face, par exemple. Mais attention, les feux diurnes, ça ne remplace pas du tout les feux. Ici, je rentre dans un tunnel, on me dit qu'il y a une obligation d'allumer les feux, donc je dois enclencher mes feux obligatoirement. Donc là, c'était réponse A. Question 20. Le voyant du ou des feux de route est toujours de couleur bleue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est un symbole qui est standardisé, comme les feux de croisement d'ailleurs. Pour les feux de route, c'est bleu. Donc standardisé, ça veut dire que vous l'aurez sur tous les types de voitures et que vous l'aurez aussi sur les motos d'ailleurs. Donc c'est bleu. Donc réponse A. Pour dépasser ce cycliste, j'ai le droit d'empiéter sur la voie de tramway. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je laisse un intervalle latéral d'au moins 1 mètre. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, pour dépasser ce cycliste, j'ai en effet le droit d'empiéter sur la voie de tramway, à condition qu'il n'y ait personne dans le rétroviseur, c'est-à-dire pas de tramway qui arrive par derrière, ni en face, parce que des fois il n'y a pas forcément de voie là, ça peut être dans l'autre sens. Donc je dois m'assurer qu'il n'y a pas de tramway qui utilise cette voie-là, et puis qu'il n'y ait pas non plus un petit marquage au sol qui me l'interdise. Il pourrait y avoir une bande blanche ici par exemple, ce n'est pas le cas. D'accord ? Donc là, j'ai le droit de m'écarter pour dépasser ce cycliste, puisqu'il n'y a personne ni derrière ni devant. Donc là, c'était la réponse A. Ensuite, est-ce que je laisse un intervalle d'au moins 1 mètre ? Vous avez vu, nous sommes en agglomération, donc l'intervalle minimum obligatoire est toujours de 1 mètre au minimum. Donc là, c'était la réponse C. Question 22. La principale cause d'usure de ce pneu est un défaut de parallélisme, réponse A, le surgonflage, réponse B, le sous-gonflage, réponse C. On observe là une usure vraiment particulière et que sur un côté. Vous voyez bien, là on voit bien les stries d'évacuation d'eau, mais ici c'est très usé. Même le témoin d'usure, on voit ici que la gomme là, elle arrive à la même hauteur que le témoin d'usure. Donc il y a une usure que sur un côté. Quand il y a une usure que sur un côté comme ça, c'est dû à un défaut de parallélisme. C'est ce qui permet de régler l'angle du pneu pour que le pneu soit toujours posé à plat. Et là, malheureusement, le pneu n'est pas posé à plat. Donc c'est un problème de défaut de parallélisme. Un défaut de surgonflage, l'usure se serait fait au centre. Un sous-gonflage, ça aurait été des deux côtés, aux deux extrémités. Là, c'est que d'un côté, donc c'est un défaut de parallélisme. Réponse A. Question 23. Pour aller à droite, je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je change de voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. On observe, on a un feu, et puis ensuite différentes voies de circulation. Moi, je suis placé sur la voie pour aller tout droit. Pour aller à droite, il faut aller dans la voie pour aller à droite, d'accord ? Celle-ci, elle n'est pas bidirectionnelle, il n'y a qu'une direction possible. Donc je dois changer de voie. Donc est-ce que je suis bien placé ? Non. Est-ce que je change de voie ? Oui, il est encore temps, parce que je suis au tout début. Vous avez en règle générale 3 flèches pour tourner à droite. On voit bien dans le rétro que ça vient de se créer. Je suis au tout début et il n'y a encore personne qui s'est mis dans la voie de droite. Donc oui, je peux changer de voie. Réponse C. Question 24. À l'arrière d'une voiture, le feu de recul est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors sur certaines voitures, ça n'existe pas. Par exemple, moi j'ai une vieille voiture de 1973, elle n'a pas de feu de recul, d'accord ? Alors là, parce que c'est facultatif, ça reste toujours facultatif. Bon, même si c'est un équipement qu'on trouve maintenant sur toutes les voitures neuves, parce que c'est même pas mis en option, c'est mis automatiquement. Mais il n'y a pas d'obligation, d'accord ? S'il y en a un, par contre, il doit être placé comme ici sur la droite. Alors si un jour vous conduisez un véhicule, un vieux véhicule qui n'a pas de feu de recul, par contre soyez très 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 vigilants, parce que les autres usagers de la route n'ont pas l'habitude de voir un véhicule reculer sans les feux de recul. Donc ils risquent vraiment d'être surpris de votre manœuvre, d'accord ? Donc là, c'était réponse B, c'est pas obligatoire. Question 25. L'autopartage nécessite d'avoir le permis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Permet d'utiliser des voitures en libre service. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors l'autopartage, qui se développe pas mal d'ailleurs dans les grandes villes, moyennant un abonnement d'ailleurs, vous devez prendre un abonnement, vous pouvez disposer d'un véhicule en libre service, d'accord, pour des petits trajets. C'est comme une location de voiture, mais de courte durée, d'accord. Mais avant de pouvoir effectuer votre adhésion et réserver sur Internet, vous devez évidemment être en possession de votre permis B. Donc la réponse c'était A et C. Question 26. La principale cause d'éclatement d'un pneu est l'usure, réponse A, le surgonflage, réponse B, le sous-gonflage, réponse C. Alors, une usure importante diminue fortement l'adhérence d'un véhicule et ça fragilise le pneu. Alors, le surgonflage, lui, il augmente l'usure au centre de la bande, à ce niveau-là. Le sous-gonflage, il provoque un écrasement du pneu, d'accord, et une usure assez rapide des flancs, c'est-à-dire sur les côtés du pneu. Et ça provoque à terme un risque d'éclatement. Là, on vous demande la principale cause. Eh bien, la principale cause, c'est le sous-gonflage. C'est là où il y a un risque le plus important d'éclatement de pneu. Donc, réponse C. Question 27. Avant de conduire mon véhicule, je dois obligatoirement avoir un triangle de présignalisation, réponse A, au moins un gilet rétro-réfléchissant, réponse B, un gilet rétro-réfléchissant par personne, réponse C, une boîte d'ampoule, réponse D. Donc, les accessoires obligatoires, ça c'est à savoir par cœur aussi, donc si vous avez fait une erreur, vous faites une petite fiche. C'est un triangle de présignalisation obligatoire à avoir dans la voiture et un gilet haute visibilité. Il faut, le minimum, c'est d'en avoir pour le conducteur et il doit être à portée du conducteur. D'accord ? La boîte d'ampoule, elle, n'est pas obligatoire. Même si vous avez une ampoule qui est défectueuse, c'est-à-dire qui fonctionne plus, le conducteur, lui, a l'obligation de remplacer, d'accord, pour continuer à circuler. Mais c'est bizarre, vous avez obligation de la remplacer, mais vous n'avez pas obligation d'avoir une boîte d'ampoule dans votre voiture. Là, c'est toujours la petite chose qui est un petit peu bizarre. Le gilet réfléchissant, en France, il n'y en a besoin que de un obligatoirement, mais je vous conseille d'en avoir plusieurs. Attention, dans d'autres pays d'Europe, eh bien des fois il en faut un par passager, donc faites attention à ça, ou des fois il en faut deux, ça dépend des pays. Donc là-dessus, il faut vous renseigner si vous allez à l'étranger. Par contre, en France, là, c'était le triangle, réponse A, et le gilet, réponse B. Donc A et B. Vous êtes très nombreux à me demander des lives de manière à ce que je prenne du temps pour pouvoir répondre à vos questions et puis vous aider, puis en même temps c'est plus sympa. Donc j'ai mis en place des sessions de live, mais je veux que des personnes super motivées pour mes lives. Donc je vais les faire en mode privé. Alors comment ça va fonctionner ? C'est-à-dire que là, je vais vous laisser un petit lien en dessous de cette vidéo pour vous inscrire par mail, comme ça en plus vous les louperez pas. Donc je vous enverrai un mail pour vous donner le lien du live et l'heure, à quelle heure on se donnera rendez-vous pour faire un live ensemble. J'en profiterai même pour vous envoyer des petits mails avec des petites astuces, des conseils ou des nouvelles réglementations. Et vous aurez aussi l'occasion de me demander qu'est-ce que vous voudriez qu'on travaille le plus dans le live suivant. Donc je vous laisse un lien où vous allez vous inscrire pour une newsletter et pour justement les lives. Ça sera donc des lives privés où je prendrai vraiment le temps avec vous de pouvoir répondre à vos questions. Question 28. Le système Stop and Start permet aux moteurs des voitures qui en sont équipées de se mettre en veille. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Donc le système Stop and Start, ou aussi appelé système de mise en veille, c'est un dispositif qui permet donc l'arrêt et le redémarrage automatique de votre moteur, d'accord? Ça permet d'économiser en fait du carburant et donc de réduire la pollution. Tout dans les embouteillages, c'est super utile et super efficace. Donc ce système, il détecte si la voiture est arrêtée. Donc si le conducteur est arrêté par exemple à un feu rouge et qu'il a mis le levier de vitesse au point mort, et ben dans ce cas-là, ce système va s'enclencher et va arrêter le moteur. D'accord ? Dès que l'embrayage est actionné, vous allez réutiliser l'embrayage, et ben le moteur va se réallumer automatiquement. Pour les boîtes automatiques, c'est un petit peu différent. D'accord, c'est dès que vous allez freiner et que la voiture va être immobilisée, dans ce cas-là, le moteur s'arrête aussi, d'accord, mais dès que vous allez lâcher la pédale de frein, le moteur va se réenclencher de nouveau et va refonctionner de nouveau. Donc là, c'était réponse A. Question 29. Pour indiquer à l'usager en face qu'il m'éblouit, j'allume les feux de route. Oui, réponse A. Je fais 1 ou 2 appels de phare. Réponse B. Bon on voit que celui d'en face a oublié d'enlever ses feux de route. Ça peut arriver d'oublier les feux de route, vous verrez quand vous conduirez, ça vous arrivera aussi de temps en temps. Donc ça sert à rien d'hurler et de lui mettre les feux de route pour l'éblouir à son tour, parce qu'on sera 2 éblouis, donc 2 fois plus de danger. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 1 ou 2 appels de phare, de manière à ce qu'ils comprennent. Ça allume les appels de phare, c'est j'allume, j'éteins, d'accord? Et comme ça ne lui laisse pas le temps d'être ébloui en face, mais ça lui permet de comprendre qu'il faut qu'il repasse en feu de croisement. Donc là, c'était réponse B. Question 30. À l'avant d'une voiture, les feux de brouillard sont obligatoires. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc sur toutes les nouvelles voitures, c'est installé automatiquement les feux de brouillard avant, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez avoir des vieilles voitures, comme moi, j'ai aussi une vieille voiture, qui n'en a pas, d'accord? Donc là, c'était réponse B. Question 31. Dans cette situation, je maintiens mon allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je serre à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Si on observe bien, là, le trottoir, il continue, On pourrait croire que c'est une intersection, mais non, puisque le trottoir continue, et on voit que c'est de la terre battue, là. Donc ce n'est pas une intersection, c'est pas une priorité à droite, donc j'ai pas forcément besoin de ralentir pour ce qui se passe à droite. À gauche, il y a 2 cyclistes, mais ils sont de l'autre côté de ma voie. Donc on pourrait se dire, il n'y a pas de problème particulier. Mais si on observe bien, lui, il est en train de lever sa roue avant, et lui, il est un peu proche de la ligne, de l'axe médian, donc du centre de la route, d'accord? Ils ont l'air jeunes, donc c'est tout ça additionné me fait dire que c'est un risque possible, d'accord? Donc ça, c'est une grande zone d'incertitude. Ordinairement, un véhicule qui circule normalement, la zone d'incertitude, elle est vers l'avant, comme ça, d'accord? Voilà. Mais là, avec ces jeunes-là, je vais plutôt me dire que ça peut très bien être sur les côtés. Lui, il peut très bien tomber ou perdre l'équilibre et puis arriver sur le côté, d'accord, et perdre sa trajectoire. Lui, il va peut-être vouloir dépasser son copain, donc il risque très fortement d'empiéter, vous avez vu, dans ma voie, d'accord? Donc là, danger, danger, danger. Donc qu'est-ce que je fais? Je ralentis. Je ne maintiens surtout pas mon allure. Donc là, c'était réponse B. Et évidemment, je vais essayer d'avoir le plus d'écart possible entre moi et eux. Donc je vais serrer ma droite. Donc là, c'était réponse B et C.
Question 32. Dans cette situation, je klaxonne. Réponse A. Je fais un appel de phare. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C. Je passe très lentement. Réponse D. Alors, dans cette situation, évidemment, on doit freiner pour éviter d'écraser les poules. Je pense que vous aurez la même réaction que moi. Pour ne pas surprendre les autres usagers qui pourraient arriver derrière, d'accord? Parce que là, j'ai un ralentissement qui est anormal. Il faut que je pense à mettre mes feux de détresse, d'accord? Klaxonner ou faire un appel de phare, là, ça va pas apporter grand-chose. Vous risquez d'affoler les poulettes, là, et elles risquent de partir dans tous les sens, et ça va pas améliorer la situation, d'accord? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il faut que vous avanciez tout lentement vers les poules. Quand elles vont vous voir en mouvement très lentement, elles vont finir par s'écarter, d'accord? Et là, je pourrai traverser ensuite. Donc là, dans cette situation, je passe très lentement. Réponse D. Question 33. Le dépistage de stupéfiants est obligatoire dans le cas d'un accident matériel, réponse A, d'un accident corporel, réponse B, d'un accident mortel, réponse C. Et si je me souviens bien, c'était une des questions aussi qu'il fallait réviser. Donc le dépistage de stupéfiants est obligatoire en cas d'accident mortel, d'accord? Ça c'est le code de la route, et en cas d'accident corporel. Donc dans les deux cas, corporel c'est blessure, donc c'était réponse B et C. Question 34. Pour signaler un accident, j'utilise un triangle. Sur route, oui, réponse A, non, réponse B. Sur autoroute, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, dans quel cas, sur route, je vais utiliser mon triangle de présignalisation? Eh bien, si mon véhicule est immobilisé sur la chaussée, parce que par exemple j'ai un problème mécanique, il est en panne, voilà, ma voiture est sur la chaussée, j'arrive pas à la dégager sur le côté, j'arrive pas à la mettre hors circulation, donc là j'utilise mon triangle. Ou alors pour signaler un accident aussi, j'utilise mon triangle. Je dois toujours le mettre au moins 30 mètres avant le véhicule. Par contre, si je suis dans un virage, je vais le mettre avant le virage, donc ça fera des fois plus que 30 mètres, d'accord? Évidemment, il ne faudra pas oublier ni les feux de détresse, ni le gilet haute visibilité. Ensuite, sur autoroute, là, la règle, ça c'est une règle qui est précisée par le code de la route. Si on se met trop en danger pour placer le triangle de présignalisation, eh bien, cette règle-là de mettre le triangle à 30 mètres, ça ne s'applique pas, d'accord? On le met pas. C'est le cas de l'autoroute. Les vitesses sont bien trop élevées pour que vous puissiez prendre le risque d'aller placer un triangle de présignalisation. Vous avez un problème avec votre voiture, il faut tout de suite vous mettre de l'autre côté du rail de sécurité pour vous mettre en sécurité. D'accord? Donc là, c'était réponse A et D. Question 35. Ce bébé est installé correctement. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'airbag doit être désactivé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors on va regarder la position du siège. La position du siège, elle est comme ça.
Donc le siège, il est bien dos à la route, parce que là, le devant de la voiture, c'est par là. Ensuite, on va regarder si le siège est bien fixé, donc soit par l'isofix, soit par la ceinture de sécurité. Ici, la ceinture a bien été mise ici, et là, comme c'est prévu. Donc, c'est bon, d'accord? Et l'enfant, est-ce qu'il est bien attaché à son siège? On voit bien que la ceinture de sécurité de l'enfant du siège est bien enclenchée. On voit bien ici et là. Donc, il a bien sa ceinture de sécurité aussi. Donc là, tous les 3 points, dos à la route, parce que c'est un siège dos à la route, la ceinture du siège et la ceinture de l'enfant, les 3 choses sont mises. Donc il est correctement installé, ça c'est oui, réponse A. Ensuite, l'airbag, est-ce qu'il doit être désactivé? Comme c'est un siège qui est mis dos à la route à l'avant, vous avez vu là, on devine un petit peu, ça c'est l'airbag, ce qu'on voit ici. Il est ici ou un peu plus haut, des fois, ça dépend des voitures. Qu'est-ce qui se passe? Si vous ne désactivez pas l'airbag en cas de choc, il va se gonfler brutalement, en 100 millièmes de seconde. C'est très rapide. Et là, il va plaquer tout de suite le siège auto contre le siège à l'avant, de manière très violente en plus de ça. Donc c'est très dangereux d'avoir un airbag d'enclenché quand vous avez un siège dos à la route. Donc c'est pour ça, c'est une obligation que vous devez obligatoirement. Donc si vous pouvez pas parce que certaines voitures, vieilles voitures, on ne peut pas désactiver l'airbag. Il y en a quelques-unes qui existent comme ça. Dans ces cas-là, vous le mettez sur la banquette arrière. Interdit de le mettre à l'avant si vous ne pouvez pas désactiver l'airbag. D'accord? Donc là, surtout, on désactive l'airbag. Je ne veux pas le voir quand vous avez un siège dos à la route de mis à l'avant. Donc là, c'était l'airbag doit être désactivé. Oui. Réponse C. Question 36. À l'intersection annoncée, je tourne à droite. Je devrais m'arrêter? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Céder le passage? À droite? Réponse C. À gauche? Réponse D. Alors ici, vous voyez, vous avez le panneau céder le passage et avec un panonceau. Celui-ci est important à avoir. On nous annonce un stop. Donc, qui dit stop dit que je devrais m'arrêter. Je vais rencontrer un panneau stop dans 150 mètres. Donc, je devrais m'arrêter. Oui, réponse A. Est-ce que je devrais céder le passage à droite ou à gauche ou les deux? Là, un stop ou un céder le passage. Donc là, en règle générale, la plupart du temps, c'est une intersection comme ça que vous avez. Ok. Ici, là, vous avez le stop. Tac, tac, tac. Le stop, je le dessine très vite parce que avec la bande de stop. Voilà. Il faudra que vous laissiez passer ceux qui sont de ce côté-là et ceux qui sont de ce côté-là. D'accord? Obligatoirement des deux côtés. Donc, c'était réponse C et D. Donc, réponse A, C, D. Question 37. Je suis à bonne distance du poids lourd. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, est-ce que je suis à bonne distance du poids lourd? Vous savez, normalement, il faut un intervalle de 2 secondes entre moi et celui de devant. D'accord? Ici, le marquage au sol, ça fait 3 mètres. Et ça fait 10 mètres. Donc là, on voit 2 pointillés. Donc ça fait 6 mètres. Plus les 10 mètres, ça fait 16 mètres. Et puis là, il y a encore 10 mètres de nouveau. Donc ça fait 26 mètres. D'accord? Si je roule à 80 km/h, je dois, moi, laisser un intervalle de 48 mètres. Parce que je prends le chiffre des dizaines que je vais multiplier par 6. Et donc ça me fait 48 mètres. Donc c'est vraiment pas suffisant. Ici, il me manque presque la moitié de la distance de sécurité. Donc c'était réponse B. Question 38. Rouler en 4e en ville, c'est possible? Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est économique? Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, vu le coût du carburant en ce moment, je sens qu'il y en a qui vont un peu plus écouter cette question-là. Oui, rouler en 4e en ville, c'est plus économique, en effet, parce que le régime moteur tourne moins vite et donc on consomme moins. En éco-conduite, on apprend des fois même dans certaines situations à mettre la 5e en ville, ça peut être possible. Attention, ça dépend des situations, ça dépend du contexte. Donc là, c'était réponse A et C. Question 39. Le voyant du ou des feux de croisement est toujours de couleur verte. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le voyant du feu de croisement, donc pour une moto, par exemple, c'est aussi de couleur verte, c'est comme la voiture. Je circule à la bonne allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on peut voir qu'ici, on est sur un axe rapide. Et en plus de ça, le panneau est bleu. Donc, quand c'est bleu, c'est qu'on est sur l'autoroute. Là, c'est un panneau de bifurcation autoroute où on pourra prendre soit la 20 d'un côté, soit la A89 de l'autre. Donc, nous sommes sur l'autoroute. Et dans de mauvaises conditions sur l'autoroute, on passe de 130 km/h à 110 km/h. Parce que là, vous avez vu, il pleut. Je suis à 130 km/h, c'est ce que m'indique le tableau de bord. Donc je ne circule pas à la bonne allure, il faudrait que je roule à 110 km/h à cause de la météo. Donc là, c'était réponse B. Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne révision et je vous souhaite bonne chance surtout à ceux qui passent l'examen prochainement. Et tenez-moi au courant si vous l'avez. À bientôt!